Pauline est morte hier, dans une flaque si rouge de son sang vomi qu'en expirant, elle eut l'illusion suprême que ce sang était l'équivalent visible du trou noir qu'un violon éventré, aperçu chez le juge dans un bric-à-brac de pièces à conviction, appelait avec une insistance dramatique, comme un Jésus, le chancre doré où lui son sacré cœur en flamme. Jean Genet. Alors, quand on m'a proposé de venir aujourd'hui intervenir, j'ai accepté de gaieté de cœur, parce que d'abord, bien sûr, la fondation organisatrice semblait on ne peut plus respectable. Bon, également, je l'avoue, parce que ça se déroule à Grenoble, c'est-à-dire chez moi. Et puis, j'ai été contacté par l'entreprise en charge du coaching de ces exposés au format TED. Alors j'avoue que ça m'a un peu moins plu. D'abord, on se demande pourquoi le coaching ? S'agit-il fondamentalement de veiller à éradiquer les aspérités, les erreurs, les égarements, peut-être les errances, mais finalement, c'est ce qui nous définit, n'est-ce pas ? À moins qu'il ne s'agisse de s'assurer que, si ce n'est les exposés eux-mêmes, au moins leurs modalités soient uniformisées, cadrées, lissées. Mais aujourd'hui, ce sont justement nos différences et nos divergences qu'il faudrait, me semble-t-il, mettre en exergue. Fort heureusement, j'avais affaire à des gens adorables. Et ils m'ont dit tout de suite, aucune importance. Faites comme vous voulez, soyez seulement positif. Et là, je me suis dit que je devais vraiment être quelqu'un de très pénible, parce que même ça, je ne pouvais pas le leur promettre. Écoutez, soyons sérieux. Nous sommes les 0,01% des vivants à l'origine de 85% des morts. Nous sommes, à l'échelle de la biosphère, la civilisation la plus destructrice, la plus prédatrice et la plus meurtrière qui a jamais habité cette planète. Fût-ce pour le dénoncer, faut-il absolument le dire avec le sourire. N'y aurait-il pas là quelque chose d'indécent, pour ne pas dire d'obscène ? Mais par chance, et je le dis sans cynisme, j'avais vraiment affaire à des gens adorables. Et donc ils m'ont dit, très bien, oubliez ça aussi. Faites exactement ce que vous voulez, il faut juste être impactant et inspirant. Alors, si on fait fi du caractère un peu marketing publicitaire irritant de ces mots, ça, je peux le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin des 20 minutes qui m'ont été octroyées, 20 secondes suffisent. Impactant. Nous sommes au cœur de la 6e extinction massive, qu'il faudrait nommer la première extermination délibérée, qui, en réalité, est un anéantissement biologique global. Vous m'accorderez qu'on peut difficilement faire mieux. Inspirant. Nous sommes, par voie de conséquence, ceux qui ont non seulement le droit, mais également le devoir de tout réinventer et de proposer une révolution dont l'ampleur, les conséquences et les fondements seraient sans précédent. Vous m'accorderez que là encore, on peut difficilement faire mieux. Bon, voilà, j'ai fini. Mais la raison pour laquelle on en arrive là, elle est assez simple à comprendre. En quelques années, nous avons éradiqué l'essentiel des populations d'insectes. En quelques décennies, nous avons éradiqué l'essentiel des populations de mammifères sauvages et de poissons d'eau douce. En quelques millénaires, nous avons éradiqué l'essentiel des arbres. Nous sommes au cœur de ce qu'on pourrait nommer une biolyse. Quelle que soit la direction dans laquelle on tourne notre regard, et toutes les méta-analyses le confirment, la vie s'effondre sur Terre. En parallèle, 600 000 personnes décèdent chaque année prématurément de la pollution en Europe, 1 million d'espèces sont en situation de disparition imminente, et l'ONU considère que nous nous trouvons dans une situation de menace existentielle directe. Bon, comment voulez-vous faire pire, pour le dire simplement ? Naturellement, on peut analyser cette situation à l'aune du réchauffement climatique, de la pollution, de l'artificialisation, de la dévastation, pourrait-on dire, des espaces naturels, de l'interruption des cycles biogéochimiques, de l'inégalité, de l'inégation des prélèvements et des ressources écosystémiques.
Tout cela est parfaitement correct, mais extraordinairement insuffisant. Ce n'est même pas vraiment le problème. Comprenons bien que quand bien même l'énergie serait parfaitement propre, non émettrice de gaz à effet de serre, verte, renouvelable, tant que nous l'utilisons comme on le fait aujourd'hui pour détruire systématiquement et méthodiquement la vie sur Terre, absolument rien ne changerait. Un meurtre commis avec des armes renouvelables, biologiques, équitables, reste un meurtre. Ce n'est donc pas du tout un problème d'émissions de CO2 que nous traversons aujourd'hui. C'est une crise civilisationnelle. C'est un problème axiologique, c'est-à-dire relatif aux valeurs. C'est un problème ontologique, c'est-à-dire relatif à la définition du réel. Et c'est par conséquent aussi et avant tout un problème poétique. Le poème, ça n'a rien de quelque chose d'agréable, de doucereux, de gentil, de mignon, de divertissant, pas du tout. Le poème, c'est le calcul, disait Hölderlin. Le poème, c'est le meurtre, surenchérissait Mandelstam. Se faire poète aujourd'hui, ça veut dire comprendre avec une très grande précision les enjeux, la structure syntaxique, sémantique, grammaticale, sémiotique. Mais c'est aussi s'autoriser à chaque vers, à chaque phrase, à chaque paragraphe, à chaque strophe, à tout reconstruire. Autrement dit, penser une langue qui s'invente au fur et à mesure qu'elle est effectivement utilisée. C'est la raison pour laquelle je place cette courte allocution sous l'égide du plus dangereux, du plus subversif, du plus sombre des poètes maudits, Jean Genet. Il ouvrait un de ses premiers romans par ces mots. Weidmann vous a paru dans l'édition de 5 heures. La tête emmaillotée de bandelettes blanches, religieuses, et encore aviateur blessé. Tombé dans les seigles un jour de septembre, pareil à celui où fut connu le nom de Notre-Dame des Fleurs. Son beau visage, multiplié par les machines, s'abattit sur Paris et sur la France, au plus profond des villages perdus dans les châteaux et les chaumières, révélant aux bourgeois attristés que leur vie quotidienne est frôlée d'assassins enchanteurs, élevés sournoisement jusqu'à leur sommeil qu'ils vont traverser par quelque escalier d'office qui, complice pour eux, n'a pas grincé. Sous son visage éclataient d'aurore ses crimes, meurtre 1, meurtre 2, meurtre 3 et jusqu'à 6, disait sa gloire secrète et annonçait sa gloire future. Un peu plus tôt, Ange Soleil avait tué sa maîtresse. Un peu plus tard, le soldat Maurice Pilorge assassinait son amant Escudero pour lui voler un peu moins de 1000 francs, puis on lui coupait le cou. Pour l'anniversaire de ses 20 ans, alors vous vous le rappelez, qu'il esquissait un pied de nez rageur au bourreau. Enfin, un enseigne de vaisseau trahissait pour trahir. Et c'est en l'honneur de leur crime que j'écris mon livre. Cette merveilleuse éclosion de belles et sombres fleurs, je ne l'ai appris que par fragments. L'un m'était livré par un morceau de journal, l'autre, cité négligemment par mon avocat, un autre encore dit presque chanté par les détenus. Leur chant devenait fantastique et funèbre, un de profundis. Autant que la voix qui traverse les cellules et me parvient troublée, désespérée, altérée. À la fin des phrases, elle se casse, et cette fêlure la rend si suave qu'elle semble soutenue par la musique des anges. C'est beau, c'est parfait, c'est formidable, c'est fou, c'est fantastique, c'est presque divin. Et en même temps, c'est sale, c'est répugnant, c'est choquant, c'est inadmissible, c'est presque émétique. Oui, le beau est toujours bizarre. Genet crée un peu d'inconfort. Je crois que Genet est celui qui fait de nous des traîtres de la pensée. C'est compliqué de trahir. Bien sûr, si la trahison consiste à renier la parole donnée, à s'extraire des amours ou des amitiés promises, elle est vraisemblablement détestable. Mais si la trahison consiste à rompre l'inertie systémique, elle est vraisemblablement nécessaire.
se faire traître à sa race, à sa caste, à sa classe, à ses comparses, à sa communauté et peut-être même à sa patrie. Tous les grands révolutionnaires, tous les grands résistants ont été des traîtres. C'est difficile. Il faut s'éloigner de ses anciens amis avant même d'avoir identifié ses nouveaux complices. Je crois que Genet nous place dans ce moment très particulier qu'on pourrait appeler l'adolescence de l'intellect. Vous savez, quand le jeune adulte peut répondre, souvent avec le sourire d'ailleurs, à sa famille « Pardon, malgré tout le respect et l'amour dû, je décide que je ne serai pas ce que vous attendiez de moi. » Je pense que le don de Genet, c'est de nous faire l'honneur de ne pas nous aimer. Il s'en moque de nous, Genet. Et donc, l'admiration qu'il est impossible de ne pas lui vouer est parfaitement pure. Elle n'attend rien en retour. Voilà le miracle. C'est lui, le bandit, le voyou, le malfrat, le pornographe, qui fait de nous, lecteurs, de véritables saints. Comme Joyce, il a déjà déjoué toute possibilité de récupération universitaire. Et il n'y aura ni exégèse, ni herméneutique du corpus de Genet. Il est autonome. Il écrit dans la langue de l'ennemi, c'est-à-dire dans la langue des maîtres. Et c'est en poète qu'il pose l'impossibilité de la poésie. Comme l'écrivait Michel Schneider, du poète et du pianiste Glenn Gould, je crois que Genet fait partie des êtres rares, morts souvent, artistes toujours, qui, comme le pensait Baudelaire de Wagner, aux mauvaises heures, console d'être là. Peut-être ne voyez-vous plus le lien avec la problématique qui nous intéresse. Il est pourtant évident. Améliorer son bilan carbone, oui, très bien, mais soyons un peu plus sérieux que ça. Ce dont il est question, c'est de faire une déchirure dans la trame de nos médiocrités, fût-ce au prix de ce que Pessoa nommerait un voyage en intranquillité. Pardonnez-moi, mon Dieu, parce que j'ai péché. Les larmes de ma voix, ma fièvre, ma souffrance, le mal, de m'envoler du beau pays de France. N'est-ce assez, mon Seigneur, pour aller me coucher, trébuchant d'espérance? Dans vos bras embaumés, dans vos châteaux de neige, Seigneur des lieux obscurs, je sais encore prier. C'est moi, mon Père. Un jour qui me suis écrié gloire au plus haut du ciel, au Dieu qui me protège, Hermès au tendre pied. Je demande à la mort la paix, les longs sommeils, les chants des séraphins, leurs parfums, leurs guirlandes, les angelots de laine en chaude houppelande, et j'espère aux des nuits sans lune ni soleil sur d'immobiles landes. C'est le condamné à mort. Merci.